Bien, bonjour à tous nos participants qui nous rejoignent depuis l'Orient, où nous allons explorer ensemble le futur de l'hydrogène et la ruée vers l'écoaviation dans la ville aux 5 ports. Je suis très heureux de vous accueillir. Cette présentation va prendre un format de 40 à 45 minutes et ensuite sera ouverte au débat avec l'ensemble des participants ici à Lorient, dans la ville, aux 5 ports. Alors, je voudrais vous rappeler, peut-être pour explorer ensemble ce sujet prospectif, vous proposer de l'aborder à travers le prisme d'un jumelage. Le pays de l'Orient est véritablement relié à une histoire de pionniers et de découvreurs qui a été stimulée par la pêche, mais également par les échanges transatlantiques. On pense extrêmement loin à l'Acadie, de l'autre côté de l'Atlantique, près de nos amis nord-américains. Et je voudrais vous proposer de découvrir la façon dont la haute technologie navale dans le pays de l'Orient a également stimulé de formidables innovations dans le domaine aéronautique. Et c'est certainement un formidable chantier qui pourrait également stimuler l'économie circulaire du territoire, la capacité aujourd'hui à réfléchir à des matériaux biosourcés dans le secteur du nautisme, la mobilisation aussi des acteurs pour réfléchir à la façon dont collectivement il est possible d'animer des dynamiques d'innovation peu coûteuses, ce qu'on appelle les low-tech. C'est cette dynamique collaborative que je vous propose d'étudier ensemble autour de l'hydrogène et de cette conquête vers le ciel. Depuis l'aéroport de Lorient, ce pôle de Bretagne Sud à Llanbiway qui a connu beaucoup de tempêtes, à la fois par le désengagement progressif de certaines compagnies aériennes et notamment Air France, mais vous dire qu'il est encore possible aujourd'hui de mettre du vent dans les voiles, d'imaginer de nouvelles relations, en particulier avec les îles et peut-être bien au-delà, en renouant avec des échanges vers l'Atlantique Nord, des échanges transatlantiques qui ont été essentiellement stimulés ici dans la ville aux 5 ports grâce aux activités de pêche. Les filières, notamment halieutiques, les pêcheurs de grands fonds sont au cœur de l'identité lorientaise. Et vous rappelez que finalement, ce statut de premier port de pêche a aussi été stimulé par une odyssée qu'on a peut-être oubliée, qui s'appelait Air Lorient, qui a malheureusement pris fin en 1986. Il a malgré tout été créé D1, une compagnie aérienne à partir des années 92, détenue à 49% par Air Provence International. Et elle assurait justement le vol, l'offre de transport à la demande au départ de l'Orient, et permettait justement d'accompagner le transport des marins vers des bases avancées sur l'arc atlantique en relation avec nos amis celtiques, et ces bases avancées se trouvaient principalement du côté d'Iverness. La ville d'Iverness est aujourd'hui jumelée avec La Baule. Vous savez que l'un de ses maires bâtisseurs, Olivier Guichard, était extrêmement attaché à ces relations interceltiques, à cette dynamique d'arc atlantique. Et finalement, l'Orient a été au cœur et renouvelle peut-être ce récit grâce à la mémoire, grâce à des approches aussi festivalières et événementielles, puisque le Festival interceltique de l'Orient est aussi un carrefour culturel pour rappeler l'importance de nos liens avec l'Irlande, avec l'Écosse, avec le Pays de Galles et l'ensemble des acteurs du monde celtique. Vous dire qu'en 2005 a été créé aussi RITM, appartenant au groupement Les Mousquetaires Intermarché et qui exploite sur l'aéroport de Lorient un jet biréacteur de 9 places au rayon d'action de 3000 km.
Et finalement, le groupe Les Mousquetaires Intermarché est aussi un très grand armateur français de pêche fraîche, de produits frais et naturels, et assure de façon hebdomadaire les rapatriements sur l'Orient des marins débarquant des bateaux de ce groupe, basés à la fois en Irlande, mais aussi en Écosse. Elle propose pour les entreprises, pour les particuliers, dans le Morbihan, des délégations de chefs d'entreprise, de visiteurs, de touristes, des vols à la demande, et cette compagnie est d'ailleurs toujours active. Alors, vous dire effectivement que la Bretagne a eu aussi des figures. Je pense en particulier à un personnage du pays de Saint-Malo qui a accompagné les temps pionniers de l'aviation puisqu'il a été ministre de l'Air dans les années 30. Et c'est une période qui est à la fois extrêmement intéressante par la rencontre de la haute technologie navale et la reconversion de beaucoup d'innovations dans la haute technologie aéronautique. Ce qui montre de façon extrêmement intéressante comment la Bretagne a réussi son désenclavement aérien qui lui a permis aussi de s'ouvrir vers les portes du monde. Et vous dire que celui qui a assuré la reconversion et la reconstruction de villes bretonnes dévastées, en particulier Saint-Malo qui avait été rasé, Guy Lachambre, a été un ministre de l'Air qui est intervenu dans un parcours assez atypique, puisque à cette même époque, Air France, dans une stratégie d'alliance et de regroupement, adoptait un logo visionnaire qui était en fait directement inspiré de l'une de ses compagnies ancêtres, Air Orient, dont vous avez ici sur ces images le logo historique qui est toujours exploité par la compagnie. Et ce logo épouse, comme vous pouvez le remarquer, la forme d'un hippocampe. Mais également, vous pouvez remarquer des ailes. Ce sont les ailes d'un cheval ailé. Et cet hippocampe est justement un symbole très fort d'aviation parce qu'il rappelle très justement le rôle pionnier des premiers hydravions qui sont nés dans des hangars à bateaux avec les premiers modèles, premiers prototypes en bois et en tissu. Et donc, la haute technologie navale a, comme je vous l'indiquais en introduction, nourri des innovations dans le domaine de la haute technologie aéronautique. D'où l'intérêt aujourd'hui de réfléchir à de l'innovation croisée depuis la base navale de Lorient, depuis l'aéroport, depuis les infrastructures qui peuvent effectivement stimuler l'attractivité du territoire, le foncier disponible qui est effectivement un élément fort pour accueillir de nouvelles activités. Alors, vous rappelez aussi le rôle très important de grandes figures. Je pense en particulier du côté de Cherbourg à Félix du Temple en 1857 qui va faire décoller le premier avion motorisé à échelle réduite. Et ce prototype que vous avez en photo ici est fortement inspiré d'un mouvement de biomimétisme. Vous pouvez apercevoir les ailes d'un oiseau. Vous dire aussi que son invention, cette découverte, a été aussi stimulée par un mouvement d'horlogerie. Une relation Lorient-Québec peut être aussi à imaginer pour développer de nouvelles relations avec le continent nord-américain. Vous savez que les Acadiens viennent en nombre au Festival interceltique de Lorient, que c'est une formidable aventure qui se perpétue et qui aujourd'hui pourrait sans doute créer des passerelles, des liens avec l'actuel Premier ministre du Québec, François Legault, cofondateur en 1987 de la compagnie Air Transat. D'où l'intérêt d'en débattre des deux côtés de l'Atlantique. C'est véritablement le fruit de nouveaux échanges, de nouvelles dynamiques collaboratives qui pourraient se développer à l'image finalement de ce qui existe aujourd'hui de façon assez récente comme partenariat entre le groupe Bombardier, grand avionneur québécois, véritable
poumon industriel pour les transports et les mobilités de demain, et Airbus, puisque ensemble, ces deux acteurs aéronautiques, ces deux industriels ont décidé de se positionner dans les énergies propres avec un monocouloir à 220 et un site au cœur des Laurentines qui se situe à quelques kilomètres de Montréal, accueille une usine du site du pôle Airbus. Il y a également en Bretagne d'autres sagas de l'aviation, d'autres sagas industrielles qui sont intéressantes à mentionner. Je vous parlais d'Air Lorient, mais il y a eu également des relations avec les îles anglo-normandes, relations avec les îles du Ponant, et c'est particulièrement le rôle qui a été encouragé par Rousseau Aviation, né en 1953. Alors, je me suis personnellement intéressé à ces temps pionniers de l'aviation, voulant y trouver des éléments extrêmement inspirants et notamment découvrir comment le savoir-faire horloger a aussi fortement stimulé la marine, mais aussi l'aviation. Ce sont des découvertes que j'ai réalisées sur les traces de mon arrière-grand-père, qui avait une bijouterie-horlogerie dans la baie du Mont-Saint-Michel et qui a développé une véritable culture pour l'innovation. Si je devais résumer en une phrase l'esprit de ce tempérament familial, vous l'avez en bas de cette slide, l'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Je me permets de mettre en avant une vieille photo d'archives dans laquelle vous pouvez voir sur le fronton à la fois le nom d'une marque qui fait alors beaucoup de sensations en Bretagne et qui est également présente dans la vitrine, c'est la marque Zénith. Alors cette marque aura un très grand rôle, elle sera un garde-temps précis et précieux utilisé par de nombreux aviateurs, en particulier dans les conditions extrêmes de l'aviation. Et Louis Blériot écrira notamment une lettre que vous avez ici à l'écran et qui permet de souligner toute l'importance, le souci de l'exactitude qu'a pu apporter cette marque Zénith pour l'accompagner dans la conquête du ciel. Alors, vous dire aussi que de grands voyageurs ont porté des montres Zénith. Je voudrais vous rappeler le rôle de cette montre aux côtés de Gandhi, puisqu'elle était cette montre de poche en argent était l'une de ses rares possessions matérielles et accompagnait son quotidien, signalant notamment ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Et à son plus grand regret, cette montre aurait été volée lors d'un voyage en train en Inde et le voleur rempli de culpabilité lui aurait rendu quelques mois plus tard. Et cette anecdote a été partagée par Gandhi dans son journal, ce qui montre les liens extrêmement intéressants autour du savoir-faire horloger qui a été aussi très fortement lié à la marine et nous allons le découvrir aussi avec l'aéronautique. Alors, je vous ai parlé de cette découverte de Félix du Temple qui véritablement observe le vol des oiseaux. Et il est convaincu que seule une prise de vitesse peut permettre le décollage d'un aéroplane. Et il va beaucoup être influencé par la construction navale et choisir la propulsion à hélice pour développer un prototype extrêmement ingénieux. Ce qu'il est important de bien comprendre en marchant sur les traces de l'aviation, c'est que finalement, les temps pionniers sont véritablement nés dans des hangars à bateaux avec les premiers hydravions en bois et en tissu, comme je vous l'indiquais. Et la haute technologie navale a véritablement enrichi de nombreuses innovations aéronautiques avec les canaux planeurs. Il y a également une histoire qu'on a peut-être oubliée qui relie l'Orient, mais aussi l'Espagne et les jeux d'acteurs avec les grandes puissances européennes, ce sont les corsaires. Les corsaires qui très vite se sont aussi intéressés
à des reconversions de navires. Vous savez que la garde de course était fortement intermittente et en période de paix, il a fallu aussi développer de nouvelles activités, reconvertir des armements. Et très vite, les corsaires vont être d'ingénieux innovateurs, vont s'intéresser à la façon de stimuler l'inventivité avec les îles et vont effectivement développer des dynamiques d'innovation extrêmement intéressantes en reconvertissant des bateaux. Alors, il faut dire aujourd'hui que le rôle des îles est important, à la fois avec Belle-Île, mais aussi plus largement à l'échelle du golfe du Morbihan. Et c'est peut-être une opportunité qui peut nous pousser aujourd'hui à réfléchir à l'hydrogène et à l'éco-aviation. C'est un dynamisme qui est également très fortement soutenu dans les îles anglo-normandes et Jersey a beaucoup œuvré à développer, à pousser un désenclavement aérien important entre la France et le Royaume-Uni. Vous savez que des dynamiques collaboratives du cabotage a aussi beaucoup stimulé les liens et les relations entre le port de l'Orient et les îles. Vous rappelez effectivement dans des échanges manufacturiers, industriels, qui ont été notamment mis en valeur par Jules Verne, je pense à son œuvre Les Indes noires, qui nous resitue dans les époques de révolution industrielle, de recherche de nouvelles énergies, l'importance des charbonniers de Jersey, que certains d'entre vous ont peut-être connu et qui transportaient justement du charbon vers les îles. Ce qui montre effectivement tout l'intérêt pour de nouvelles énergies et qui sera stimulé à partir de 1924. Lors d'une grande exposition nationale qui se déroulera à Nantes, la fée électricité sera mise en valeur à travers toutes les innovations qu'elle peut apporter dans des travaux de mécanisation, dans les champs, dans la modernisation d'exploitation agricole. Et donc, c'est quelque chose qui sera très important pour le Morbihan, pour la valorisation du pays de l'Orient, mais aussi de tout son arrière-pays et de ses filières qui sont si importantes aujourd'hui à stimuler dans le domaine de l'économie circulaire. Alors, l'hydrogène aujourd'hui est une priorité des institutions européennes. C'est le Green Deal qui est porté aujourd'hui par la Commission européenne. Ce Green Deal est inscrit dans un agenda extrêmement ambitieux jusqu'en 2030. Il mobilise aussi des collectivités territoriales, des acteurs territoriaux, et vous dire que des plans hydrogène sont aussi déclinés par les régions. Le Conseil régional de Bretagne a décidé de construire et de soutenir une politique publique en direction de l'hydrogène. Vous dire à ce titre la grande diversité des projets qui ont été identifiés et que vous avez ici sur cette carte, avec l'étude du potentiel H2 sur l'Orient, des chantiers navals qui sont aussi mobilisés en Bretagne Sud, un dynamisme qui existe aussi du côté de Vannes. Et puis, sur cette carte, on peut voir effectivement les différents pôles hydrogène qui sont mis en place, extrêmement variés entre terre et mer. Vous voyez beaucoup de pôles et de projets déployés en centre-Bretagne, également vers différentes portes maritimes de Saint-Malo à Brest. Et je vous parlais du rôle aussi très important des îles. Vous pouvez le voir sur cette carte, un projet sur l'île de Molène, Molène Stockage H2, qui vise véritablement à encourager l'autonomie énergétique. Et c'est peut-être ce que demain, depuis l'Orient, l'hydrogène et l'éco-aviation pourraient justement déployer avec des projets industriels innovants en relation avec les îles, en relation avec le golfe du Morbihan. Vous dire qu'il y a un écosystème fort qui se développe, qui s'appelle Hydrogène Morbihan, et qui vise véritablement à la démocratisation de cette mobilité hydrogène à travers des commandes publiques dans les transports en commun, des stations de rechargement, de nouveaux usages pour imaginer les énergies propres, la mobilité durable sur le territoire breton,
relier l'Orient à des pôles également en devenir, de Concarneau jusqu'à Vannes. Alors, vous dire aussi que d'autres régions animent des agendas extrêmement ambitieux. Je vous propose d'y jeter un petit coup d'œil parce que ça peut certainement inspirer la Bretagne de 2021, la façon dont nous regardons ensemble le futur de l'hydrogène et l'avenir, la ruée vers l'éco-aviation. Là, il y a une carte des projets normands que vous pouvez voir ici sur ce schéma qui est développé par la région Normandie. Vous voyez effectivement qu'il y a une dynamique plutôt fluvio-maritime qui se développe autour de l'axe Seine et qui effectivement se structure autour d'un axe qui va de Le Havre en passant par Rouen jusqu'à Paris. Mais si vous êtes assez attentif, vous pouvez regarder sur cette carte un pôle extrêmement intéressant aux portes de la Bretagne, dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est une île. Est-ce que vous la visualisez? Je vous laisse bien la regarder. Il s'agit d'un archipel qui fait partie des îles du Ponant. C'est tout simplement l'archipel de Chausey, que vous voyez ici très à gauche de la carte. C'est un véritable pôle d'autonomie énergétique qui se met en place et qui pourrait véritablement inspirer les îles du golfe du Morbihan. Vous dire également qu'à proximité et aux portes du Morbihan se développe dans la région des Pays de la Loire un écosystème hydrogène extrêmement ambitieux. L'Orient pourrait effectivement beaucoup travailler avec le bassin industriel de Saint-Nazaire. Vous voyez qu'ici, une dynamique se développe notamment jusqu'à Nantes. Il y a aussi dans la région des Pays de la Loire d'autres projets qui sont développés. Je pense au pôle Vendée Hydrogène et aussi vous dire que du côté du Mans, il y a aussi un travail qui est actuellement mené dans la Sarthe, sans oublier la ville d'Angers qui a également des projets en développement. Alors, vous dire effectivement que sur l'économie circulaire, les filières du nautisme si importantes à Lorient, l'économie bleue, la Bretagne a connu, à travers l'ensemble de ses ports secondaires jusqu'à Saint-Malo, une formidable odyssée de matériaux biosourcés. Ce sont les low-tech, ce sont l'utilisation de la valorisation de ressources liées à la mer, et c'est aussi la façon de valoriser l'arrière-pays, les filières agroalimentaires qui sont extrêmement importantes aussi pour notre territoire. Vous rappelez l'existence d'un projet extrêmement révolutionnaire et qui s'appelle Green Pig et qui vise à transformer de l'urine de porc en hydrogène vert. On considère que 20 litres d'urine de porc permettent la production d'1 kilo d'hydrogène vert. Et ce kilo d'hydrogène permet de parcourir 100 km en voiture. Cette production d'hydrogène vert à base d'urine de porc est en fait une électrolyse. Elle est alimentée par des éoliennes et l'urine est recueillie à la source, puis filtrée pour ressortir à l'état de carburant vert. Et c'est certainement une idée pour l'avenir de la Bretagne, entre terre et mer, trouver ce passage de témoin. Vous savez que l'âge d'or breton, c'était cette complémentarité exceptionnelle entre l'Armor et l'Argoat, entre l'Argoat qui produisait les toiles de lin et l'Armor qui les exportait. Eh bien, peut-être que l'hydrogène pourrait tracer un nouveau sillon
encourager de nouvelles sagas industrielles pour les mobilités du futur. Et c'est la proposition que je vous propose de développer ensemble, c'est l'objet du projet Green Pig, un chemin industriel qui pourrait notamment encourager la route des biocarburants du XXIe siècle et de l'hydrogène. Vous dire effectivement, et c'est le débat que nous pouvons avoir aujourd'hui, est-ce que Lorient, le pôle, l'aéroport de Lorient de Lanbiwe pourrait avoir une dynamique nouvelle, la dynamique d'un éco-airport régional européen, s'inspirer d'autres initiatives, vous dire effectivement que l'aéroport de Montpellier a développé une ferme solaire et peut-être que Lorient, dans un avenir proche, pourrait imaginer des vélos volants. Alors, ces trois questions majeures que je vous propose de débattre ensemble. D'abord, regarder comment l'hydrogène et l'éco-aviation peuvent peut-être développer des relations croisées. Est-ce que par le passé, justement, des liens ont existé? Quelles dynamiques collaboratives ont pu émerger? Et quels enseignements en tirer pour demain pour regarder l'avenir? Alors, je vous ai mis ici en photo, sur une vieille photo d'archives, le modèle extrêmement atypique d'un inventeur, d'un pionnier qui s'appelait Léon Levavasseur. Et voyez que sur son prototype, il a véritablement utilisé un canot de course, ce qui est assez extraordinaire pour essayer de faire voler un avion. Ce prototype s'appelait à l'époque Antoinette, du prénom de la fille de l'investisseur. Alors, ce prototype, vous l'avez ici à l'écran avec son fondateur qui est à droite de la photo, Léon Levavasseur. Voyez que ce qui est assez original, c'est qu'il ressemble beaucoup plus à un vieux loup de mer qu'à un aviateur, ce qui illustre assez bien les liens entre innovation haute technologie navale et haute technologie aéronautique. Alors, je vous ai parlé aussi de Félix Dutemps, qui fut effectivement un pionnier avec une inspiration, comme vous le pouvez le voir ici à l'écran, fortement inspirée du mimétisme, du biomimétisme, du vol des oiseaux, mais avec le Pays de Lorient, ce qu'on peut aussi voir de manière assez visible sur ce prototype, c'est l'inspiration des voiles. Et effectivement, de la ville aux 5 ports à de nombreux échanges qui se sont développés avec le reste du monde pour la pêche à la morue, jusqu'en Nouvelle-Zélande, jusqu'à Auckland, la cité des voiles, et ben ce prototype est peut-être une source d'inspiration qui peut donner du vent dans les voiles à Lorient pour développer son capital de créativité, son imagination et l'extraordinaire capacité à rêver de ses habitants et de ses porteurs de projets innovants. Alors, pour voyager aussi et regarder d'autres initiatives, vous parlez aussi d'un projet italien remarquable développé par une agence de design qui a été notamment développé en partenariat avec un constructeur chinois. Vous avez ici le nom, les références de cette agence italienne qui s'est associée avec Ewang, un constructeur chinois qui développe des taxis autonomes volants et qui a par ailleurs développé un accord, un partenariat avec la ville de Lyon. Et sur cette photo, vous avez les plans tels qu'ils ont été imaginés d'un vertiport en Italie qui, comme vous le voyez dans cette architecture futuriste, épouse la forme d'un arbre. Cet arbre, c'est le baobab. Et c'est peut-être un arbre qui pourrait aussi essaimer, développer des liens avec l'Afrique. Vous savez que les pêcheurs morbihanais ont aussi beaucoup de liens avec les eaux poissonneuses des côtes africaines. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer des tours, des vigies qui pourraient permettre de relier ces pôles en matière d'hydrogène et d'éco-aviation. Vous rappelez aussi l'existence de pionniers
de pionniers de l'aviation, Roland Garros, Antoine de Saint-Exupéry. Roland Garros qui a passé son brevet de pilote le 19 juillet 1910 dans le département du Maine-et-Loire, à l'aérodrome de Cholet. Et d'autres figures à l'échelle du Grand Ouest sont importantes à signaler. D'abord, Antoine de Saint-Exupéry, le plus connu, qui a passé son enfance au Mans, dans la Sarthe, mais aussi le comte de Lambert, qui fut le premier à survoler la tour Eiffel en avion. Je pense à d'autres pionniers de l'aviation que j'ai mentionnés ici, Félix du Temple, que nous avons étudié, Léon Levavasseur, et puis d'autres défis techniques, notamment le fondateur de Manitou à Ancenis, celui qui, Manitou, avec une incroyable innovation autour des chariots élévateurs. Alors, la mer n'est jamais très loin de l'aéronautique, puisque dans la gouvernance de grandes entreprises, des capitaines d'industrie sont également étroitement reliés à la mer, aux échanges transmanche. Vous parlez effectivement de Guillaume Faury, qui est l'actuel PDG d'Airbus. Et qui justement a des origines cherbourgeoises. Et peut-être que des grands bassins industriels comme l'Orient pourraient également développer des liens avec Airbus. Il y a un écosystème extrêmement riche sur le territoire de sous-traitants, d'acteurs extrêmement performants qui travaillent aussi avec le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, avec le site également de Bougnay aux portes de Nantes, sans oublier effectivement le site Airbus dans le bassin industriel de Saint-Nazaire. Alors, il y a un événement également qu'il faut mentionner qui s'appelle le Noël de la fabrique de parachutes. Il s'agit d'une société dans le Grand Ouest qui s'appelle l'Aviorex et qui a recruté de nombreuses femmes ouvrières en pleine crise du textile. Et lors d'un Noël, des chutes de tissus pour fabriquer des parachutes vont être réutilisées et progressivement, on va se rendre compte qu'on peut y développer de nouveaux usages, notamment des ballons à l'hélium. Et cela sera une micro-révolution dans le domaine de la filature, puisqu'on réalise qu'il est possible de transporter du gaz. Et c'est peut-être là qu'il est possible de faire germer des innovations. Alors aujourd'hui, vous avez des startups qui se sont appropriées le sujet. Il y a notamment l'exemple de cette startup espagnole qui entend proposer des voyages spatiaux en ballon d'hélium. Nous sommes véritablement sur les traces de Jules Verne, qui a énormément fait voyager la Bretagne à travers des machines, une imagination hors borne, et qui nous invite peut-être depuis la ville aux 5 ports à imaginer un futur vers l'hydrogène, vers la ruée, vers l'éco-aviation. Alors, en nous rapprochant maintenant de notre territoire et des liens aussi qui existent entre l'Orient et Saint-Nazaire, si effectivement l'hydrogène faisait partie des alternatives pour encourager l'éco-aviation et une offre de transport écologique, il existait également de nombreux projets développés dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire. Beaucoup de brevets ont été déposés. L'un des gros précurseurs, c'est notamment Air Liquide, qui a breveté énormément de procédés avant de les industrialiser. Et Air Liquide a notamment exploré des mélanges de gaz de l'air, notamment avec l'hélium. Et cette entreprise faisait déjà tourner dans les années 60 des véhicules, des bus expérimentaux qui fonctionnaient avec des gaz liquéfiés. Alors, il y a eu aussi d'autres pistes futuristes qui ont été explorées, comme l'optimisation de transport de méthane, en chargeant les méthaniers vides sur le chemin du retour en CO2 pour produire dans les zones exportatrices, notamment le Qatar et le Golfe Persique, des agrocarburants de troisième génération type microalgues. Alors, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être
un élément nouveau dans la diplomatie énergétique, la diplomatie des deux rives entre deux golfes, le golfe du Morbihan et le golfe Persique. Vous savez que l'Orient, avec la quête de cet or bleu, avec ses pêcheurs de grands fonds, a des relations au-delà des mers extrêmement étendues, jusque dans l'océan Indien, puisque des armements lorientais vont pêcher au large de Maurice, de l'île de la Réunion. Alors, un autre élément extrêmement intéressant, c'est peut-être aussi la relation avec l'exploration spatiale, puisqu'il existe un gaz extrêmement léger dans l'univers qui est l'hélium et qui lui aussi intéresse des acteurs gaziers. Alors, tous les pays du monde peuvent fabriquer des gaz liquéfiés, toutefois, il semblerait que Saint-Nazaire ait joué un rôle pionnier dans de nombreuses recherches, que ce soit l'oxygène, l'azote, le propane et le gaz carbonique. Il y a eu une prise de conscience collective, notamment en 1979, lors de la catastrophe d'un pétrolier en Irlande, où 3 marins de Saint-Nazaire ont disparu, et un courrier avait circulé auprès des élus de Loire-Atlantique pour interroger l'avenir de l'éco de l'hydrogène. Et peut-être que ce modèle pourrait devenir un nouveau pétrole pour le Morbihan, inciter à un nouveau modèle en matière d'éco-aviation. Il faut aussi peut-être regarder comment tout ce voyage dans l'espace et dans le temps nous permet de réfléchir à cette thématique et surtout d'interroger si l'éco-aviation pourrait être un nouveau modèle de mobilité qui pourrait s'appuyer sur le pétrole morbihanais, à savoir l'hydrogène. D'autant que beaucoup d'entreprises et de solutions émergent dans ce secteur et pourraient rendre tangible l'idée d'emprunter des taxis volants. C'est le terme qui a été retenu pour cette conférence débat. Alors, sur la thématique des taxis volants, il y a bien sûr un projet phare qui est celui d'Airbus, mené en partenariat avec un designer italien et Volkswagen. Ce projet s'appelle Pop-Up. C'est un prototype de capsule volante dont la structure en carbone est conçue et réalisée à Bougnay, aux portes de Nantes. Il y a une centaine de projets similaires dans le monde. Airbus, comme d'autres acteurs, ne veulent pas rater le coche. Et le projet Pop-Up d'Airbus a été le plus médiatisé en France à la suite du salon de l'automobile en 2017. Il y a la collaboration également entre Porsche et Boeing sur des voitures volantes électriques, et puis aussi la mise en relation de la NASA avec Uber pour mettre en place un système qui s'appelle Urban Air Mobility. Alors, je vous ai parlé du constructeur chinois Yuan qui effectivement pousse un projet d'expérimentation d'un taxi autonome chinois avec la ville de Lyon. Il y a aussi d'autres exemples qui fleurissent à Dubaï et dans d'autres capitales du Golfe Persique. Alors, l'hydrogène apporte justement un élément extrêmement intéressant. Est-ce que l'hydrogène, justement, peut être un nouveau moyen de sortir l'aéronautique de cette crise? C'est effectivement l'un des enjeux forts, innover, investir, inventer l'avion zéro émission d'ici 2035. Et c'est le message de l'actuel ministre des Transports sur son compte Twitter. Alors, des progrès sont attendus. Airbus a annoncé l'utilisation de l'hydrogène pour la propulsion de ses avions dès 2035. Et donc, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, depuis l'Orient, de concilier pragmatisme écologique et pragmatisme économique pour faire émerger de nouvelles activités d'éco-aviation? Plusieurs projets de recherche vont de ce sens et c'est peut-être un point de vigilance pour le territoire, c'est de réussir à décloisonner l'innovation. Et pour ce faire, il faut éviter au maximum le chevauchement de projet et offrir un territoire d'expérimentation où des créateurs puissent tester et mettre en défi des complémentarités et des conjugaisons.
Et c'est la grande question, il faut trouver ce territoire. Quel pourrait être à Lorient ce périmètre qui pourrait permettre d'expérimenter des solutions morbihanaises du futur, des nouvelles formes de mobilité dans le golfe du Morbihan, entre Lorient et Vannes. Alors, le sujet de la conférence débat d'aujourd'hui a retenu finalement la rencontre de l'hydrogène avec les taxis volants. Pourquoi cette expression de taxi volant a été choisie? Eh bien, parce que c'est peut-être ce périmètre, ce territoire qui pourrait ouvrir une brèche. Nous avons un porteur de projet des États-Unis qui souhaiterait justement développer une nouvelle dynamique transatlantique. Il recherche en Bretagne, mais aussi à l'échelle du Grand Ouest, des investisseurs, des partenaires qui souhaiteraient aussi développer de nouvelles briques technologiques sur l'hydrogène. Vous dire que son projet est véritablement novateur, qu'il s'appelle FlyUp AV, qu'il vise à développer en complémentarité avec de nouveaux modes de transport aérien à la demande, un véhicule nomade en vol libre qui pourrait intéresser les filières du nautisme du futur, qui pourrait aussi proposer une offre révolutionnaire de taxi volant. Et c'est véritablement un débouché extrêmement porteur qui pourrait avoir un rôle extrêmement important pour le dynamisme lorientais. Ce porteur de projet est à votre disposition. Je transmettrai son contact à l'issue de cette conférence qui est enregistrée et sera restituée sur YouTube. Vous aurez l'ensemble des planches, le support de présentation qui pourrait effectivement vous permettre d'explorer, d'approfondir ce sujet. Alors, libéraliser les taxis a été une sphère d'innovation dans la gouvernance publique. Vous dire que c'est une activité très réglementée, qui est très encadrée juridiquement. Elle procure le bénéfice d'une ADS, une autorisation de stationnement sur la voie publique, et nécessite la détention d'une carte professionnelle de conducteur de taxi pour exercer ce métier. Alors, il y a eu en 2007 une tentative de bouleverser le champ d'exercice de cette activité, qui faisait notamment suite aux travaux de la commission Attali. Il est toujours possible d'accéder à ce rapport en ligne sur Internet et qui s'intitulait « 300 décisions pour changer la France ». Je vous invite à vous plonger dans ce rapport Attali qui avait jeté un pavé dans la mare dans le domaine de la réglementation des taxis, en voulant faire sauter le numerus clausus et mettre beaucoup plus d'innovation en matière de mobilité. Et donc, vous pouvez l'imaginer, ce rapport a suscité beaucoup d'opposition, beaucoup de mesures n'ont pas malheureusement été jusqu'au bout, mais toujours est-il que c'est un cadre de réflexion qui pourrait être extrêmement utile pour faire germer cette approche novatrice de taxi volant ici à Lorient, dans le sillage d'Air Lorient. Puisque le rapport Attali avait ouvert un cadre programmatique et juridique pour que les pouvoirs publics prennent en compte de nouvelles alternatives de transport à la demande. Alors, de façon infructueuse, il y a eu la directive Service qui envisageait des propositions assez fortes pour libéraliser l'offre de transport. Toutefois, des orientations qui étaient assez ambitieuses n'ont pas permis une transposition et n'ont pas permis d'aller jusqu'au bout. Vous dire malgré tout qu'il y a peut-être des appels à projets sur le territoire, dans le Morbihan, mais je pense aussi à la Loire-Atlantique, qui peuvent être extrêmement intéressants pour réenchanter d'anciennes friches industrielles, développer de nouveaux espaces de stationnement qui pourraient peut-être un jour accueillir des vélos ou des taxis volants. C'est notamment de l'autre côté de la Manche, nos voisins britanniques, au Royaume-Uni et en Irlande, qui développent un modèle extrêmement intéressant qui s'appelle Media for Equity, qui est véritablement une voie alternative pour le financement des startups et des associations. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce modèle Media for Equity consiste à offrir des espaces publicitaires, notamment dans les aéroports, en échange de participation. Et peut-être qu'en France, JC Decaux pourrait justement, en tant qu'acteur de la mobilité urbaine, déployer en Bretagne ce type de solution
offrir un nouvel éclairage médiatique à des approches et des solutions de mobilité du futur. Je pense que JCDecaux, qui gère notamment des stations en libre service, en particulier à Nantes à travers le Biclou, pourrait être tout à fait un élément extrêmement, un acteur extrêmement stimulant pour développer des initiatives dans le Morbihan et inspirer des départements voisins, la Loire-Atlantique, mais aussi le Finistère. Vous dire que les îles peuvent être aussi peut-être des réceptacles de taxis volants. Vous parlez de ces projets qui germent notamment dans les îles anglo-normandes et qui pourraient prochainement relier Saint-Malo et des piscines naturelles pour des touristes, des visiteurs du monde entier qui voudraient justement développer un concept de vélo volant. Nous allons aujourd'hui encourager aussi le benchmark, vous dire que finalement des piscines d'eau de mer s'intéressent aussi à la place que peuvent jouer demain des vélos volants, une synergie qui pourrait stimuler des relations avec les îles, avec les territoires. Lorient et Belle-Île pourraient développer des liens ensemble, tout comme la Côte d'Émeraude et les îles anglo-normandes se mobilisent sur ces nouvelles mobilités. Vous dire aussi que des territoires à l'extrémité de la Bretagne pourraient sans doute nous inspirer, je pense en particulier aux Alsaciens, qui développent une initiative remarquable à Strasbourg et qui s'appelle l'Industrie Magnifique et qui vise véritablement à faire renaître de nouveaux métiers, des savoir-faire innovants, croiser des filières, croiser des disciplines, et c'est véritablement ce rôle de carrefour que Lorient pourrait jouer en matière d'économie circulaire. Le Morbihan est riche de ses filières de pêche, de ces filières du nautisme, et c'est probablement la reconversion aussi d'aérodromes qui pourrait se faire. Ici, vous avez l'exemple de Saint-Malo, qui avait un aérodrome concurrent de celui de Dinard et qui malheureusement n'a pas fait long feu, mais a été reconverti dans un formidable parc d'activités qui s'appelle Atalante, que vous pouvez découvrir, parc technologique relié également avec Rennes et le port de Saint-Malo. Aujourd'hui, la glacière de Lorient, ce tiers-lieu maritime, pourrait être aussi un lieu d'expérimentation parce que la reconversion de cet espace tourné vers les activités de la mer, tourné vers le maritime, pourrait aussi avoir un lien extrêmement intéressant avec l'aéronautique, avec l'éco-aviation. Aujourd'hui, ce débat peut être aussi stimulé grâce aux parcs éoliens citoyens qui sont nés en Bretagne, dans le Morbihan. Vous parlez de cette transition énergétique qui, effectivement, peut être encouragée grâce à des financements innovants. C'est la mobilisation des acteurs, des citoyens, des collectivités. Il est possible ensemble de construire une coalition stratégique, une coalition créative de acteurs extrêmement divers. Cette stratégie multi-acteurs est encouragée par un ami de Redon, l'ancien ministre Alain Madelin, qui dans son livre « Unir pour agir » a effectivement fait des propositions en faveur d'une industrie financière locale et qui, à ce titre, peut-être invite Lorient à mettre du vent dans les voiles pour devenir demain la Babylone de l'hydrogène, en s'inspirant des travaux développés notamment par des sociétés de services énergétiques qui se rémunèrent sur l'économie réalisée, notamment en matière d'efficacité énergétique. Il a existé en France autrefois les Sofergie, et à l'instar de ce qui se pratique aussi sur le continent nord-américain, peut-être que le pôle lorientais pourrait véritablement jouer un rôle de pionnier, de laboratoire, avec la richesse de ses filières, de ses ingénieurs, de ses acteurs de l'économie bleue et de l'économie circulaire. Je vous mets le lien d'un site internet extrêmement intéressant dans lequel vous pouvez suivre le projet de ce Fly-Up qui a été présenté aujourd'hui et qui est porté par un jeune ingénieur actuellement aux États-Unis et qui souhaiterait développer des liens avec Lorient, avec le Morbihan. Il est joignable extrêmement facilement. Je vous laisse mes contacts si vous souhaitez recevoir la copie, les planches de cette présentation, le support qui a permis d'animer les échanges.
Je vous propose maintenant d'ouvrir les questions, le débat avec vous tous, vous remercier pour votre participation et vous dire effectivement tout l'intérêt de faire vivre ce sujet dans le sillage d'Air Lorient. Vous encourager à faire part de vos questions, de vos réactions. Peut-être que vos différents voyages, dans vos différents déplacements, vous avez vu des expériences inspirantes. Je voudrais aussi vous inviter à réagir dans la bulle de discussion. Et cette conférence est enregistrée, elle sera restituée en vidéo et les planches seront aussi transmises à l'ensemble des participants. Je vous remercie à tous pour votre attention et n'hésitez pas à réagir. Alors, je vais répondre aux questions qui apparaissent dans la bulle d'écran. Je voudrais encourager les ingénieurs, il y en a beaucoup dans le pays de Lorient, à faire part aussi de leurs remarques, de leurs inspirations. Nous pouvons effectivement développer de nouvelles ingénieries de projets ensemble et vous êtes les bienvenus pour réagir.